Depuis plusieurs années, l'agriculture vit de grands changements au Québec. Les petites fermes sont les plus touchées. Leur nombre ne cesse de diminuer. Cédric Paré est allé voir comment se porte ce fleuron québécois. Le Québec est reconnu à travers le monde pour la qualité de ses productions agricoles. Les plus grands secteurs de production sont le laitier et le porcin. Mais de bien plus petits secteurs permettent une diversité de production comme nulle part ailleurs. Les petites fermes ont toujours la cote auprès des clientèles locales. Elles ont l'avantage d'attirer les consommateurs de produits du terroir. Les gens sont allés plusieurs années en ville. Maintenant, les gens sortent, reviennent vers la campagne. Malgré cet intérêt grandissant, les petits producteurs doivent développer des créneaux spécifiques qui leur permettront de se démarquer et de demeurer viables. Pour cette productrice, c'est le développement de l'aspect touristique qui lui a permis de survivre. Ajouter vraiment des à-côtés qui vont faire en sorte que on va attirer une clientèle, oui pour la viande, mais une clientèle pour autre chose. Oui, c'est beau. Si le développement touristique réussit bien à la petite ferme du Sous-Bois, dans le cas de la ferme de Jack le Chevrier, c'est la transformation du lait de chèvre en fromage qui assure la rentabilité de son entreprise. La transformation, c'est quelque chose qui est très intéressant du point de vue rentabilité parce que c'est tout le côté intermédiaire qu'on n'a pas. Donc, on se garde une plus grande marge de profit pour nous. Selon lui, il est possible de vivre uniquement de la production animale, mais à certaines conditions. Être producteur, c'est possible aussi, mais il faut être à grand volume. Mais c'est difficile, par contre. Ça prend plus d'années, je vous dirais, pour être producteur seulement pour pouvoir en vivre. Les petites fermes sont là pour rester. Malgré toutes les difficultés que ces entreprises doivent surmonter, les spécialistes du secteur agricole croient que leur survie réside dans leur efficacité et leur aspect concurrentiel. La qualité des produits, l'originalité des produits, l'occupation de créneaux très pointus de marché pour viser des clientèles très spécialisées, ça, indéniablement, au Québec, on est dans la bonne voie. Les experts s'entendent sur l'importance du rôle social des petites fermes au Québec. Mais d'un point de vue économique, elles évoluent dans des conditions difficiles, ce qui met leur avenir en péril. Ces petites fermes n'ont pas une activité économique qui permet d'assurer le développement de l'agriculture du Québec. Les développements et les profonds bouleversements que vit actuellement toute l'industrie de l'agriculture au Québec obligent ces producteurs à se repositionner dans un contexte de mondialisation. Dans cette optique, le ministère de l'Agriculture développe présentement une nouvelle politique. Elle donnera les orientations pour les prochaines années afin d'assurer la pérennité de ces petites entreprises. Ici Cédric Paré, à Québec. 2 diplômés en droit de l'Université Laval ont troqué leur toge d'avocat pour revêtir leurs habits d'agriculteurs et d'entrepreneurs. Marie-Josée Garneau et Sébastien Lesage sont maintenant propriétaires du Canard Goulu. Guillaume Sigouin-Miron a observé leur parcours. Les 2 diplômés en droit ont dû se retrousser les manches. Au moment de démarrer leur entreprise, ils n'avaient aucun outil en poche pour les aider, si ce n'est de leur détermination. Après avoir gradué en droit à l'Université Laval en 1995, Marie-Josée Garneau et Sébastien Lesage ont travaillé comme avocats pendant 2 ans. Du jour au lendemain, ils ont décidé de se lancer dans le vide et de partir leur propre entreprise, le Canard Goulu. Ils avaient alors un intérêt marqué pour les produits du canard gavé et le foie gras. Sébastien Lesage explique pourquoi ils ont choisi ce domaine spécialisé. Parce que c'était un domaine peu connu, mais avec un beau potentiel. Ça donnait un produit super intéressant avec le foie gras. À leur début, les 2 entrepreneurs n'avaient aucune expérience en agriculture ou en alimentation. Ils ne possédaient pas non plus les fonds nécessaires au démarrage d'une entreprise. L'employeur de l'époque de Sébastien Lesage a cru en leur projet et a acheté la ferme que le couple convoitait et leur a louée. Ils sont aussi allés chercher de l'expertise en effectuant un stage de 2 semaines en élevage et gavage du canard. Ils ont alors débuté leur entreprise en vendant leurs produits dans leur propre maison, comme le mentionne Marie-Josée Garneau. On n'avait pas de boutique à l'époque, donc les gens entraient dans notre maison et la boutique, c'était un des bouts de la table de cuisine. On avait des échantillons de produits là. 12 ans plus tard, les propriétaires du Canard Goulu possèdent maintenant 3 fermes, un abattoir, une boutique à Saint-Apollinaire et un restaurant-boutique sur la rue Maguire. L'entreprise compte maintenant une 30aine d'employés. Marie-Josée Garneau et Sébastien Lesage ne regrettent pas d'avoir fait des études en droit, même si ce n'était pas un prérequis pour démarrer leur entreprise. Les 2 entrepreneurs estiment même que des études en agriculture n'auraient pas été plus utiles. Dans leur quotidien, ils doivent travailler avec beaucoup de réglementations et de lois,
donc la connaissance du système juridique s'avère pertinente. M. Lesage considère toutefois que c'est la passion qui aide le plus à avancer dans ce domaine. Il faut être passionné de ce qu'on fait, beaucoup plus que passionné de l'argent, mais à quelque part, le mérite est plus grand. Lorsque la fin de leurs études approche, plusieurs étudiants sont inquiets de leur avenir. L'exemple des propriétaires du Canard Goulu démontre qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un chemin tracé d'avance. Les études universitaires nous aident même s'ils ne sont pas directement liés au domaine d'emploi. Guillaume Sigouin-Miron, Québec. L'équipe de football du Rouge et Or est devenue une dynastie du football universitaire canadien. Cependant, plusieurs de ces athlètes tombent dans l'oubli une fois leur carrière universitaire terminée. Alex Drouin a rencontré Mathieu Proulx, ancien joueur défensif du Rouge et Or, pour qui l'étoile brille toujours dans l'uniforme des Alouettes de Montréal. Mathieu Proulx a endossé l'uniforme Rouge et Or durant 4 saisons. Les supporters de l'équipe se souviennent de lui comme étant un joueur rapide qui possède une excellente lecture de jeu. Avec ses 2 victoires à la Coupe Vanier en 2003 et en 2004, il aura marqué à sa façon l'histoire de l'équipe du Rouge et Or. Repêché en première ronde par les Alouettes de Montréal en 2005, le Marauda entamera sa 5e saison dans l'uniforme rouge et bleu. L'athlète originaire du Nouveau-Brunswick se dit bien heureux de pouvoir continuer à jouer au football à 27 ans. C'est une méchante belle vie. C'est le matin, ça commence à 9, puis je mets une paire de jogging, je vais jouer avec mes chums au foot. C'est quand même cool de dire que je peux vivre de ça. Le numéro 20 des Alouettes a terminé la dernière campagne au 2e rang de la Ligue canadienne de football et au 1er rang chez les Moineaux pour les échappées provoquées. Marc Fortier, son ancien entraîneur des demi-défensifs, n'est pas surpris que son ancien élève connaisse autant de succès. C'est un joueur qui était toujours là lors des grandes occasions. C'est le genre de gars qui se présentait tout le temps à tous les matchs, mais quand la situation voulait qu'on ait un gros jeu, c'était souvent le gars qui le faisait. Apprécié de ses entraîneurs, mais aussi de ses anciens coéquipiers, Mathieu Parent était une verte recrue lorsqu'il a rencontré Mathieu Proulx qui l'a rapidement pris sous son aile. Il est venu se présenter tout de suite, c'est là qu'on voit que c'était vraiment un bon leader puis il voulait faire attention à tout le monde. Un exemple de leadership que l'ancien du Rouge et Or continue toujours de transmettre dans l'uniforme montréalais. Quand il y a des vétérans qui sont là et qui peuvent t'aider, c'est toujours le fun. Puis j'essaie de faire ça avec les plus jeunes parce que les plus vieux l'ont fait avec moi avant. Le salaire moyen d'un joueur de la LCF se situe aux alentours de 75 000 $ par année. C'est pourquoi ces athlètes n'ont pas le choix de préparer leur après-carrière tout en continuant d'évoluer sur le terrain. Mathieu Proulx a choisi le métier d'avocat et sera assermenté sous peu. Je suis présentement dans mon stage, je termine dans 6 semaines. Alors c'est la paperasse, c'est la rédaction, c'est la lecture, c'est du travail, c'est de la plaidoirie à la cour, mais c'est super agréable, j'aime ça, je suis bien coaché, je suis bien entouré, puis ça prépare ma carrière future. Mathieu Proulx était surnommé The Firm, en l'honneur du film juridique mettant en vedette Tom Cruise lorsqu'il étudiait le droit à l'Université Laval. Marc Fortier voit en son ancien protégé l'âme d'un grand avocat. Je suis certain que ça va être un très, très bon avocat. J'aurais aucun problème à y confier mes affaires personnelles. Ouais. C'est gentil de la part de Marc. J'imagine qu'il se dit que si jamais je pars à la cause, je vais sauter puis plaquer le juge ou quelque chose. C'est ici, à Montréal, devant des milliers de partisans qui ont assisté encore une fois à l'effondrement de leur favori à la finale de la Coupe Grey. Pour Mathieu Proulx, c'était une 3e tentative ratée. Avant de tirer sa révérence, l'ancienne vedette du Rouge et Or et futur avocat souhaite à tout prix mettre la main sur le précieux trophée. Alex Drouin, à Montréal. Les intérêts des États-Unis dans le Grand Nord sont plus ou moins simples, a déclaré David Fettel, consul général des États-Unis à Québec depuis septembre 2007. Lors d'un récent passage à l'Université Laval, il a expliqué que les États-Unis demanderont que 3 éléments soient respectés par les futurs propriétaires de la voie navigable. Les passages maritimes doivent être accessibles à tout le monde, l'environnement doit être protégé et tous les intérêts des pays de la région doivent être respectés suivant la loi de la mer. David Fettel a ensuite annoncé qu'il sera à Trois-Rivières le 4 juillet prochain pour payer une vieille dette contractée par l'armée américaine. En 1775, les Ursulines de Trois-Rivières ont soigné les soldats de l'armée indépendantiste des États-Unis qui fuyaient les Britanniques après avoir été défaits à Québec. Pourchassée par les Anglais, l'armée américaine a quitté précipitamment Trois-Rivières sans payer ses dettes aux Ursulines. Je serai là le 4 juillet cette année, le 75e anniversaire de Trois-Rivières, pour payer cette dette. Parce que nous payons nos dettes. Je suis négociateur, donc nous payons simplement le principal, pas l'intérêt.